Merci de participer à cette série de vidéos dans le cadre du mois Perle, du mois de sensibilisation au cancer du poumon. Sans plus attendre, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Alma Stanco, je suis oncologue médicale à l'Institut Sainte-Catherine. Je m'occupe beaucoup des tumeurs bronchiques, donc des cancers du poumon, et je suis actuellement dans mon établissement la référente recherche clinique. Merci. La première question qui me vient, c'est quel est le parcours d'un patient à qui on vient de diagnostiquer un cancer du poumon? Comment ça se passe pour lui? Quels seront ses interlocuteurs et quelles seront aussi ses possibilités de peut-être de deuxième avis ou de passer des examens complémentaires? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment se passe ce parcours? Globalement, les patients ils sont adressés en consultation par un médecin. Soit c'est le pneumologue qui a découvert une masse suspecte, soit c'est le médecin traitant qui a fait un scanner, soit c'est des autres spécialistes d'organes qui vont appeler notre établissement ou au secrétariat. Les secrétaires sont formés à donner le bon rendez-vous avec le bon oncologue médical qui s'occupe de cette pathologie pour éviter d'arriver dans la mauvaise consultation. Donc, en arrivant chez nous, le patient il est reçu en consultation avec l'ensemble des examens qu'on essaie toujours de récupérer avant le rendez-vous pour avoir une petite idée de comment ça va se dérouler la consultation et qu'est-ce qu'on peut proposer en fonction de son état général comme traitement. Je préfère toujours que les patients viennent accompagnés en consultation. C'est plutôt des consultations qui sont extrêmement importantes pour lesquelles j'essaie de donner le temps nécessaire pour répondre à des multiples questions parce qu'il y a déjà le questionnement comment je vais traiter pour cette maladie, par qui, comment, quand. Les patients, souvent, quand ils ont un cancer du poumon, ils ont plutôt cette idée qu'il faut qu'on s'occupe vite d'eux. Donc, c'est bien d'être toujours accompagnés, comme ça, ils sont deux ou plusieurs à entendre et à poser les questions, éventuellement à prendre des notes si c'est nécessaire. De toute façon, bien sûr, la première consultation, c'est une consultation essentielle parce que ça va nous permettre de voir quel type de patient on a en face de nous, parce qu'on peut être face à un patient qui a 30 ans qui va très bien ou 40 ans qui va très bien, qui n'a pas d'antécédents, mais on a aussi des patients âgés avec des problématiques pas seulement médicales, mais aussi sociales, l'éloignement de notre centre, seul à domicile, ils se déplacent avec difficulté. Donc, notre but, c'est de faire une évaluation complète et aussi d'identifier les fragilités de nos patients. Si la biopsie, donc si on a le résultat histologique, donc une biopsie a été faite, ça c'est, on va dire, le plus simple parce qu'aujourd'hui, en oncologie thoracique, on peut définir une stratégie thérapeutique. Ce que j'aime bien dire aux patients, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui un cancer du poumon, mais on a des familles de cancers du poumon pour lesquels, en fonction d'histologie et des anomalies qu'on peut retrouver sur la biopsie, on va définir est-ce qu'on fait des immunothérapies, des perfusions de chimiothérapie, une thérapie ciblée en comprimé, ou est-ce qu'on propose à notre patient l'inclusion dans un essai thérapeutique. Si la biopsie, donc la preuve histologique n'a pas été faite, on va essayer de voir par quels moyens on peut faire cette biopsie. Et aujourd'hui, on a plutôt le contact où on sait dans quel endroit on peut accéder à une biopsie facilement, soit par le voie d'une fibroscopie, soit c'est des biopsies sous scanner. Déjà, avec tous ces éléments, souvent dans la majorité des centres qui font de l'oncologie, on a les réunions de concertation pluridisciplinaires où on se réunit. Nous, dans nos centres, c'est une fois par semaine, mais il y a des centres qui font même 2 fois par semaine ces réunions où on va discuter des choix thérapeutiques et des dossiers de nos patients. On a en moyenne une trentaine de dossiers par semaine, ce qui fait quand même un volume qui est assez important. Et ce qui est bien, c'est que et rassurant pour le médecin, l'oncologue ou le pneumologue ou le médecin qui va s'occuper du patient, c'est que la décision, on ne la prend jamais seule. Elle est prise durant les réunions en regardant ensemble avec des pneumologues, des radiothérapeutes, des anatomopathologues, des autres spécialistes d'organes, médecine interne, chirurgiens thoraciques, bien sûr, et des autres chirurgiens.
on va décider c'est quoi le traitement, c'est quoi la stratégie thérapeutique pour notre patient. Si on a des doutes pour définir un traitement, on va demander des autres examens complémentaires. C'est possible que durant les réunions, on n'a pas tous les éléments, le scanner il n'est pas parlant, on n'a pas fait un scanner cérébral, il nous manque une IRM cérébrale. Donc, on va aussi proposer la réalisation des différents examens. On regarde ensemble les résultats histologiques et on définit qu'est-ce qu'on fait pour notre patient. Et on reçoit le patient assez rapidement pour les cancers du poumon pour l'informer de la décision thérapeutique et définir le parcours thérapeutique. Et de nouveau, ce que j'essaie de faire au maximum avec mes patients, c'est de donner le temps nécessaire parce que c'est des maladies où l'impact émotionnel il est énorme, donc ils ont beaucoup de questions, ce qui est tout à fait normal et je les encourage à poser toutes les questions. Aussi, si on a des pathologies, parce que ça peut arriver, des histologies, donc des biopsies avec des résultats histologiques qui sont un peu plus particulières ou des choses qu'on ne voit pas habituellement, on peut toujours s'adresser en France à des centres experts référents. Il y a même des RCP nationales où l'ensemble des experts nationaux qui sont un peu partout dans la France, on va se réunir en vidéoconférence, on va discuter de notre patient et qu'est-ce que l'avis d'expert va proposer dans cette situation. Et de nouveau, même l'RCP local, elle peut proposer RCP national, par exemple, parce que nous, on n'a pas tous les éléments ou peut-être ni l'expérience clinique et pratique pour prendre en charge notre patient. Et après, en fonction de l'RCP, on définit, soit on va opérer le patient, parce qu'on opère aussi beaucoup de patients des cancers du poumon, soit le patient il a été opéré, on va faire une chimiothérapie de prévention, soit on décide de faire de la chimiothérapie avant la chirurgie et rediscuter par la suite, soit on préfère faire des traitements systémiques, comme on a dit, chimiothérapie, chimio-immunothérapie, immunothérapie seule, thérapie ciblée, etc. D'accord, merci beaucoup, docteur. Vous avez parlé de deux choses qui nous semblent très importantes. C'est d'une part que le choix thérapeutique, vous ne le faites pas toute seule. Il est fait en collaboration avec d'autres médecins, d'autres spécialités. Et vous avez parlé aussi de l'importance de la présence d'aidants ou de membres de la famille lors de la consultation. Est-ce que vous pourriez un peu préciser en quoi c'est important d'intégrer des membres de la famille ou un ami, une connaissance lors de la consultation avec vous? Déjà, parce qu'on a parlé beaucoup de ce qu'ils disent les médecins, mais ça compte aussi ce que le patient il va dire aussi. La famille, peut-être que le patient il veut pas faire des perfusions, peut-être qu'il veut faire dans un autre centre, donc peut-être qu'il veut pas une thérapie qui les effets secondaires l'inquiètent. Ou on va toujours écouter aussi le patient qui est en face de nous et ses choix de traitement et ses souhaits. Et l'aidant, pourquoi c'est important? Parce que quand on est atteint d'une maladie comme le cancer, c'est pas que le patient qui est touché, mais c'est la famille dans toute sa totalité, dans l'ensemble de la famille. Donc, ça amène beaucoup d'inquiétudes. On essaie au maximum de les rendre partenaires, les patients et les familles, de leur prise en charge. Nous, les oncologues médicaux, les oncologues, on est les mauvais personnages dans cette histoire-là. Donc, les patients, ils savent qu'ils ne veulent pas parfois poser des questions ni nous dire des choses parce qu'ils pensent que s'ils vont nous donner cette information, on va prendre une autre décision ou ils n'ont pas envie de le savoir. Donc, des fois, ils ne nous disent pas tout et la personne de confiance, donc la famille, l'épouse, le frère, la sœur ou même des amis, ils peuvent nous dire je le sens inquiet, il ne mange pas très bien, ou la nuit, il ne dort pas très bien, il y a des moments d'angoisse. Donc, ça nous permet d'avoir un autre regard de comment ça se passe vraiment et comment elle est la vie de notre patient et d'avoir la vie de leur personne, de leurs proches. Et ça fait, on va dire, le cancer, il ne faut pas que ça l'aille en solitaire, ni
ils ont beaucoup de rendez-vous entre la pose du cathéter central, organiser le scanner, aller dans tel endroit, voir le cardiologue. On peut se perdre sous le stress, l'émotion de ce les prises de sang, de ce qu'on leur propose, d'oublier. Donc, les aidants sont là, bien sûr, pour les aider, les accompagner et leur permettre de soulager un petit peu l'émotion. Ils peuvent vivre l'émotion du diagnostic du cancer et pas vraiment se focaliser sur le côté technique ou les rendez-vous, ce qu'on propose. Donc, et après, au fil des années, ça nous permet de créer une vraie relation avec nos patients et leurs familles. Et on rentre un peu dans leur intimité, on connaît leur anniversaire, où est-ce qu'ils veulent partir en vacances, s'ils ont eu des petits-enfants. Donc ça amène un peu le côté chaleureux Humain. et humain de ce métier, ce qu'on va dire qui m'a fait choisir l'oncologie et l'oncologie thoracique. Et ce que je dis à mes patients et à leur famille, on est une équipe et il faut qu'on travaille ensemble. Donc, du moment où eux, ils me présentent leur vision de la vie, leur option, leur choix, leur désir, je peux mieux m'ajuster par rapport à ça. D'accord, merci. Donc, pour vous, il est important d'intégrer une tierce personne, d'où qu'elle vienne, de la famille ou des amis, dans le processus thérapeutique pour obtenir plus d'informations sur votre patient, en fait. C'est ce que vous nous dites. Voilà, plus d'informations et plus d'aide, de ne pas avoir le sentiment de solitude, de l'inconnu, de l'angoisse. On arrive dans un établissement, déjà, il faut trouver le bon bureau. Il faut passer à l'accueil, il faut aller faire les traitements en hôpital de jour ou pour ceux qui ont des thérapies orales, il faut passer à la pharmacie, les chercher. Donc, voilà, c'est mieux que peut-être ils se focalisent plus sur leurs émotions, leur maladie et que ce côté un peu de l'organisation, on demande aux familles et aussi pour le soutien émotionnel. Oui, c'est vrai que c'est très, très important. Docteur, ça serait intéressant que vous nous expliquiez comment se passe le parcours d'un patient arrivé justement en fin de parcours. C'est-à-dire que les traitements ont bien fonctionné, le patient entre en phase de rémission ou alors on lui dit simplement qu'il n'a plus besoin de traitement. Quelles sont les possibilités pour lui si jamais il se sent mal ou s'il est très inquiet, vers qui il doit se tourner? Est-ce qu'il doit se tourner vers vous directement, qui l'avez pris en charge, vers son médecin généraliste? Comment se passe un petit peu, comment il peut s'orienter? Les patients pour lesquels on arrête les traitements, ils ont fini les traitements contre le cancer ou on les arrête pour X raisons, ils sont toujours surveillés. Pour les patients qui ont une chirurgie, on fait toujours une surveillance entre l'oncologue médical, le pneumologue, l'oncopneumologue, le chirurgien. Ils sont vus de manière régulière, globalement tous les 3 à 4 mois, avec un scanner, avec des bilans biologiques, avec des examens cliniques. Donc, ils ne sont jamais perdus dans la nature. Nous, on donne déjà à l'avance les rendez-vous à nos patients. Donc, quand un patient ne se présente pas, on va l'appeler, on va demander pourquoi vous n'êtes pas venu à votre consultation de surveillance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'était passé? Comment on peut faire pour organiser une nouvelle consultation? Donc, bien sûr, les patients, quand ils vont bien, la vie continue. Des fois, on peut oublier nos rendez-vous, mais on essaie quand même toujours de les reconvoquer pour avoir un œil dessus et être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et on conseille à nos patients en fonction de leur distance de l'établissement. S'il y a un problème, une complication, ils peuvent toujours nous appeler pour nous informer. Après, on va prendre la décision soit de leur proposer un rendez-vous à l'Institut, soit on va dire, on pensera que c'est un problème oncologique en lien avec votre cancer. Adressez-vous, rapprochez-vous de votre médecin traitant. D'accord. On les surveille toujours, on répond toujours à leurs demandes et on essaie de faire notre maximum pour pas qu'ils se sentent seuls avec leurs problèmes à domicile. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler que les patients peuvent vous contacter leur médecin généraliste. En tout cas, ils ne doivent pas hésiter dans tous les cas, s'ils ressentent des difficultés quelles qu'elles soient, de consulter directement l'oncologue qui les a suivis ou alors le médecin généraliste.
Après, je leur propose toujours, si on dit un scanner, on fait un scanner dans 3 mois, mais s'il y a quelque chose entre-temps, vous m'appelez, on se revoit et on avise s'il faut avancer les examens. Voilà, donc il ne faut pas qu'ils aient peur de contacter les médecins si jamais ils ressentent des difficultés. On arrive à la fin de cet entretien. Je vous remercie beaucoup, docteur, d'avoir donné de votre temps pour répondre à nos questions. Et je vous dis à très bientôt. Bonne continuation aussi à vous. Coucou, à bientôt. À bientôt. Au revoir.